Puis, je me suis gavée de nourriture. Puis, j'ai cessé de manger pendant des semaines, jusqu'à l'éblouissement, avant de savoir être libre. J'ai oublié nos conflits. Étudiante à la fac de lettres, j'avais d'elle une image épurée, sans cri ni violence. J'étais certaine de son amour et de cette injustice. Elle servait des pommes de terre et du lait du matin au soir pour que je sois assise dans un amphi à écouter parler de Platon. J'étais contente de la revoir. Elle ne me manquait pas. Je revenais près d'elle, surtout quand j'étais malheureuse à cause d'histoires sentimentales que je ne pouvais pas lui dire, même si maintenant elle me confiait en chuchotant les fréquentations ou la fausse couche d'une telle. Il était, comme convenu, que j'avais l'âge d'entendre ces choses, mais qu'elles ne me concerneraient jamais. Quand j'arrivais, elle était derrière le comptoir. Les clientes se retournaient. Elle rougissait un peu et souriait. On s'embrassait seulement dans la cuisine, une fois la dernière cliente partie. Des questions sur le trajet, les études et « Tu me donneras tes affaires à laver. Je t'ai gardé tous les journaux depuis ton départ. » Entre nous, la gentillesse, presque la timidité de ceux qui ne vivent plus ensemble. Pendant des années, je n'ai eu avec elle que des retours. Mon père a été opéré de l'estomac. Il se fatiguait vite et n'avait plus la force de soulever les casiers. Elle s'en chargeait et travaillait pour deux sans se plaindre, presque avec satisfaction. Depuis que je n'étais plus là, ils se disputaient moins. Elle se rapprochait de lui, l'appelait souvent mon père, affectueusement, plus conciliante à l'égard de ses habitudes, comme fumer. Il faut bien qu'il ait un petit plaisir. Les dimanches d'été, il se promenait en voiture dans la campagne ou rendait visite à des cousins. L'hiver, elle allait aux vêpres, puis dire bonjour à de vieilles personnes. Elle rentrait par le centre-ville, s'attardant à regarder la télévision sous une galerie marchande où se rassemblait la jeunesse après le cinéma. Les clients disaient encore qu'elle était belle femme. Toujours des cheveux teints, des talons hauts, mais du duvet sur le menton, qu'elle brûlait en cachette, des lunettes à double foyer. Amusement, secret contentement de mon père, la voyant rattraper, par ses signes, les années qu'elle avait de moins que lui. Elle ne portait plus de robes légères, aux couleurs éclatantes, seulement des tailleurs gris ou noirs, même l'été. Pour avoir plus d'aise, elle ne rentrait pas son chemisier à l'intérieur de sa jupe. Jusqu'à 20 ans, j'ai pensé que c'était moi qui la faisais vieillir. On ne sait pas que j'écris sur elle. Mais je n'écris pas sur elle. J'ai plutôt l'impression de vivre avec elle dans un temps, des lieux où elle est vivante. Quelquefois, dans la maison, il m'arrive de tomber sur des objets qui lui ont appartenu. Avant-hier, son dé à coudre, qu'elle mettait à son doigt tordu par une machine à la corderie. Aussitôt, le sentiment de sa mort me submerge. Je suis dans le vrai temps où elle ne sera plus jamais. Dans ces conditions, sortir un livre n'a pas de signification, sinon celle de la mort définitive de ma mère. Envie d'injurier ceux qui me demandent en souriant. C'est pour quand votre prochain livre ? Même vivant loin d'elle, tant que je n'étais pas mariée, je lui appartenais encore. À la famille, aux clients, qui la questionnaient sur moi, elle répondait « Elle a bien le temps de se marier. À son âge, elle n'est pas perdue », se récriant aussitôt « Je ne veux pas la garder.
C'est la vie d'avoir un mari et des enfants. » Elle a tremblé et rougi lorsque je lui ai appris, un été, mon projet de mariage avec un étudiant en sciences politiques de Bordeaux, cherchant des empêchements, retrouvant la méfiance paysanne qu'elle jugeait pourtant arriérée. « Ce n'est pas un garçon de par chez nous. » Puis, plus tranquille, même contente, dans une petite ville où le mariage constitue un repère essentiel pour situer les gens, on ne pourrait pas dire que j'avais pris un ouvrier. Une nouvelle forme de complicité nous a réunis autour d'écuyers, de la batterie de casseroles à acheter, des préparatifs du grand jour, plus tard, autour des enfants. Il n'y en aura plus d'autres entre nous. Mon mari et moi, nous avions le même niveau d'études. Nous discutions de Sartre et de la liberté. Nous allions voir l'Avventura d'Antonioni. Nous avions les mêmes opinions politiques de gauche. Nous n'étions pas originaires du même monde. Dans le sien, on n'était pas vraiment riches, mais on était allés à l'université, on s'exprimait bien sur tout, on jouait au bridge. La mère de mon mari, du même âge que la mienne, avait un corps resté mince, un visage lisse, des mains soignées. Elle savait déchiffrer n'importe quel morceau de piano et recevoir. Type de femme que l'on voit dans les pièces de boulevard à la télévision, la cinquantaine, rang de perles sur une blouse de soie, délicieusement naïve. À l'égard de ce monde, ma mère a été partagée entre l'admiration que la bonne éducation, l'élégance et la culture lui inspiraient, la fierté de voir sa fille en faire partie, et la peur d'être, sous les dehors d'une exquise politesse, méprisée. Toute la mesure de son sentiment d'indignité, indignité dont elle ne me dissociait pas. Peut-être fallait-il encore une génération pour l'effacer. Dans cette phrase qu'elle m'a dite la veille de mon mariage. « Tâche de bien tenir ton ménage. Il ne faudrait pas qu'il te renvoie. » Et parlant de ma belle-mère il y a quelques années, on voit bien que c'est une femme qui n'a pas été élevée comme nous. Craignant de ne pas être aimée pour elle-même, elle a espéré l'être pour ce qu'elle donnerait. Elle a voulu nous aider financièrement pendant notre dernière année d'études, plus tard s'inquiétant toujours de ce qu'il nous ferait plaisir d'avoir. L'autre famille avait de l'humour, de l'originalité. Elle ne se croyait obligée à rien. Nous sommes partis à Bordeaux, puis Annecy, où mon mari a obtenu un poste de cadre administratif. Entre les cours, dans un lycée de montagne à 40 km, un enfant et la cuisine, je suis devenue, à mon tour, une femme qui n'a pas le temps. Je ne pensais guère à ma mère, elle était aussi loin que ma vie d'avant le mariage. Je répondais brièvement aux lettres qu'elle nous envoyait tous les 15 jours, qui commençaient par « Bien chers enfants » et où elle regrettait sans cesse d'être trop loin pour nous aider. Je la retrouvais une fois par an, quelques jours en été. Je décrivais Annecy, l'appartement, les stations de ski. Avec mon père, elle constatait « Vous êtes bien, c'est le principal ». En tête-à-tête, toutes les deux, elle semblait désireuse que je lui fasse des confidences sur mon mari et mes relations avec lui, déçue, à cause de mon silence, de ne pouvoir répondre à cette question qui devait plus que tout la hanter. Est-ce qu'au moins il la rend heureuse ? En 1967, mon père est mort d'un infarctus en 4 jours. Je ne peux pas décrire ces moments parce que je l'ai déjà fait dans un autre livre, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais aucun autre récit possible avec d'autres mots,
Un autre ordre des phrases. Dire seulement que je revois ma mère, lavant la figure de mon père après sa mort, lui enfilant les manches d'une chemise propre, son costume du dimanche. En même temps, elle le berçait de mots gentils, comme un petit enfant qu'on nettoie et qu'on endort. Devant ces gestes simples et précis, j'ai pensé qu'elle avait toujours su qu'il mourrait avant elle. Le premier soir, elle s'est encore couchée dans le lit à côté de lui, jusqu'à ce que les pompes funèbres l'emportent. Elle montait le voir entre deux clients, de la même manière que pendant les 4 jours de maladie. Après l'enterrement, elle a paru lasse et triste, m'avouant « C'est dur de perdre son compagnon ». Elle a continué de tenir le commerce comme avant. Je viens de lire dans un journal « Le désespoir est un luxe ». Ce livre que j'ai le temps et le moyen d'écrire depuis que j'ai perdu ma mère est sans doute aussi du luxe. Elle voyait davantage la famille, bavardait de longues heures avec des jeunes femmes dans la boutique, fermait plus tard le café, fréquenté par davantage de jeunesse. Elle mangeait beaucoup, à nouveau très forte et volubile, avec une tendance à se livrer comme une jeune fille, flattée de me dire que 2 veuves s'étaient intéressées à elle. En mai 68, au téléphone, « Ça bouge ici aussi, ça bouge !» Puis, l'été suivant, du côté de la remise en ordre, indignée plus tard que les gauchistes dévastent à Paris l'épicerie Fauchon, qu'elle se représentait semblable à la sienne, en plus grand seulement. Dans les lettres, elle affirmait qu'elle n'avait pas le temps de s'ennuyer, mais elle n'avait au fond qu'une seule espérance, vivre avec moi. Un jour, avec timidité, « Si j'allais chez toi, je pourrais m'occuper de ta maison. » À Annecy, je pensais à elle avec culpabilité. Nous habitions une grande maison bourgeoise. Nous avions un second enfant. Elle ne profitait de rien. Je l'imaginais avec ses petits-fils au milieu d'une existence confortable que je croyais elle apprécierait puisqu'elle l'avait voulu pour moi. En 1970, elle a vendu son fonds qui ne trouvait aucun acquéreur comme une maison particulière et elle est venue chez nous. C'était une journée douce de janvier. Elle est arrivée dans l'après-midi avec le camion de déménagement pendant que j'étais au collège. En rentrant, je l'ai aperçue dans le jardin, serrant son petit-fils d'1 an dans les bras, surveillant le transport des meubles et des cartons de conserve qui lui restaient. Ses cheveux étaient tout blancs, elle riait, débordante de vitalité. De loin, elle m'a crié « Tu n'es pas en retard !» D'un seul coup, je me suis dit avec accablement « Maintenant, je vais vivre toujours devant elle. » Au début, elle a été moins heureuse que prévu. Du jour au lendemain, sa vie de commerçante était finie. La peur des échéances, la fatigue, mais aussi le va-et-vient et les conversations de la clientèle. L'orgueil de gagner son argent. Elle n'était plus que grand-mère, personne ne la connaissait dans la ville, et elle n'avait que nous à qui parler. Brutalement, l'univers était morne et rétréci. Elle ne se sentait plus rien. Et cela, vivre chez ses enfants, c'était partager un mode d'existence dont elle était fière. À la famille, ils ont une belle situation. C'était aussi ne pas faire sécher les torchons sur le radiateur de l'entrée, prendre soin des choses, disques, vases de cristal, avoir de l'hygiène, ne pas moucher les enfants avec son propre mouchoir,
découvrir qu'on n'accordait pas d'importance à ce qui en avait pour elle, les faits divers, crimes, accidents, les bonnes relations avec le voisinage, la peur continuelle de déranger les gens, rire même, qui la choquait à propos de ses préoccupations. C'était vivre à l'intérieur d'un monde qui l'accueillait d'un côté et l'excluait de l'autre. Un jour, avec colère, « Je ne fais pas bien dans le tableau ». Donc, elle ne répondait pas au téléphone quand il sonnait près d'elle, frappait d'une manière ostensible avant de pénétrer dans le salon où son gendre regardait un match à la télé, réclamait sans cesse du travail. « Si on ne me donne rien à faire, je n'ai plus qu'à m'en aller. » Et, en riant à moitié, « Il faut bien que je paye ma place. » Nous avions des scènes, toutes les deux, à propos de cette attitude. Je lui reprochais de s'humilier exprès. J'ai mis longtemps à comprendre que ma mère ressentait dans ma propre maison le malaise qui avait été le mien, adolescente, dans les milieux mieux que nous, comme s'il n'était donné qu'aux inférieurs de souffrir de différences que les autres estiment sans importance, et qu'en feignant de se considérer comme une employée, elle transformait instinctivement la domination culturelle, réelle, de ses enfants, lisant Le Monde ou écoutant Bach, en une domination économique, imaginaire, de patron à ouvrier, une façon de se révolter. Elle s'est acclimatée, trouvant à déployer son énergie et son enthousiasme dans la prise en charge de ses petits-enfants et d'une partie de l'entretien de la maison. Elle cherchait à me libérer de toutes les tâches matérielles, regrettait de devoir me laisser faire la cuisine et les courses, mettre en route la machine à laver, dont elle craignait de se servir. Désireuse de ne pas partager le seul domaine où elle était reconnue, où elle se savait utile. Comme autrefois, elle était la mère qui refuse qu'on l'aide, avec la même réprobation de me voir travailler dans mes mains. « Laisse ça, tu as mieux à t'occuper. » C'est-à-dire apprendre mes leçons quand j'avais 10 ans, maintenant préparer mes cours, me conduire en intellectuel. À nouveau, nous nous adressions la parole sur ce ton particulier, fait d'agacement et de grief perpétuels, qui faisait toujours croire à tort que nous nous disputions et que je reconnaîtrais, entre une mère et une fille, dans n'importe quelle langue. Elle adorait ses petits-fils et se vouait à eux sans limite. L'après-midi, elle partait explorer la ville avec le plus petit dans sa poussette. Elle entrait dans les églises, passait des heures à la fête foraine, flânait dans les vieux quartiers et ne rentrait qu'à la nuit. L'été, elle montait avec les 2 enfants sur la colline d'Annecy-le-Vieux, les emmenait au bord du lac, comblait leur désir de bonbons, de glace et tours de manège. Sur les bancs, elle liait connaissance avec les gens qu'elle retrouvait ensuite régulièrement. Elle bavardait avec la boulangère de la rue. Elle se recréait son univers. Et elle lisait Le Monde et Le Nouvel Observateur. Elle allait chez une amie prendre le thé. En riant, « Je n'aime pas ça, mais je ne dis rien. » Elle s'intéressait aux antiquités, ça doit avoir de la valeur. Il ne lui échappait plus aucun gros mot. Elle s'efforçait de manipuler doucement les choses, bref, se surveillant, rognant d'elle-même sa violence. Fière même de conquérir sur le tard ce savoir inculqué dès la jeunesse aux femmes bourgeoises de sa génération, la tenue parfaite d'un intérieur. Elle ne portait plus maintenant que des couleurs claires, jamais de noir. Sur une photo de septembre 1971, elle est rayonnante sous ses cheveux très blancs, plus mince qu'avant dans un chemisier rodier, imprimé d'arabesques. Elle couvre de ses mains les épaules de ses petits-fils placés devant elle.
Ce sont les mêmes mains larges et repliées que sur sa photo de jeune mariée. Au milieu des années 70, elle nous a suivis en région parisienne, dans une ville nouvelle en pleine construction, où mon mari avait obtenu un poste plus important. Nous habitions un pavillon dans un lotissement neuf, au milieu d'une plaine. Les commerces et les écoles étaient à 2 kilomètres. On ne voyait les habitants que le soir. Pendant le week-end, ils lavaient la voiture et montaient des étagères dans le garage. C'était un endroit vague et sans regard, où l'on se sentait flotter, privé de sentiments et de pensées. Elle ne s'habituait pas à vivre là. L'après-midi, elle se promenait rue des Roses et des Jonquilles, des Bleuets, vides. Elle écrivait de nombreuses lettres à ses amis d'Annecy, à la famille. Quelquefois, elle poussait jusqu'au centre Leclerc, de l'autre côté de l'autoroute, par des voies défoncées où les voitures en passant l'éclaboussaient. Elle rentrait, le visage fermé. Dépendre de moi et de ma voiture pour le moindre de ses besoins, une paire de bas, la messe ou le coiffeur lui pesait. Elle devenait irritable, protestait. « On ne peut pas toujours lire !» L'installation d'un lave-vaisselle, en lui enlevant une occupation, l'avait presque humiliée. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Dans le lotissement, elle ne parlait qu'à une seule femme, une Antillaise, employée de bureau. Au bout de 6 mois, elle a décidé de revenir, une fois encore, à Yvetot. Elle a emménagé dans un studio de plain-pied pour personnes âgées à proximité du centre. Heureuse d'être à nouveau indépendante, de retrouver la dernière de ses sœurs, les autres étaient mortes, d'anciennes clientes, des nièces mariées qui l'invitaient aux fêtes et aux communions. Elle empruntait des livres à la bibliothèque municipale, partait à Lourdes en octobre avec le pèlerinage diocésain. Mais aussi, peu à peu, la répétition obligée de tout dans une vie sans emploi, l'agacement de n'avoir pour voisins que des vieux, son refus violent de participer aux activités du club du 3e âge, et sûrement cette secrète insatisfaction. Les gens de la ville où elle avait vécu 50 ans, les seuls au fond qu'elle aurait voulu rendre témoins de la réussite de sa fille et de son gendre, ne constateraient jamais celle-ci de leurs propres yeux. Le studio sera sa dernière habitation à elle. Une pièce un peu sombre, avec un coin cuisine ouvrant sur un jardinet, un renfoncement pour le lit et la table de chevet, une salle de bain, un interphone pour communiquer avec la gardienne de la résidence. C'était un espace qui raccourcissait tous les gestes, où d'ailleurs il n'y avait rien à faire qu'être assise, regarder la télévision, attendre de commencer le dîner. À chaque fois que j'allais la voir, elle répétait en regardant autour d'elle : « Je serais bien difficile si je me plaignais. » Elle me paraissait encore trop jeune pour être là. On déjeunait l'une en face de l'autre. Au début, nous avions eu tant de choses à nous dire. La santé, les résultats scolaires des garçons, les nouveaux magasins, les vacances. Nous nous coupions la parole. Et très vite, le silence. À son habitude, elle essayait de reprendre la conversation. Comment dirais-je ? Une fois, j'ai pensé, ce studio est le seul lieu que ma mère ait habité depuis ma naissance, sans que j'y ai vécu aussi avec elle. Au moment de mon départ, elle sortait un papier administratif qu'il fallait lui expliquer.
Elle cherchait partout un conseil de beauté ou de nettoyage qu'elle avait mis de côté pour moi. Plutôt que d'aller la voir, je préférais qu'elle vienne chez nous. Il me semblait plus facile de l'insérer 15 jours dans notre vie que de partager 3 heures dans la sienne, où il ne se passait plus rien. Sitôt invitée, elle accourait. Nous avions quitté le lotissement et nous étions installés dans le vieux village accolé à la ville nouvelle. Cet endroit lui plaisait. Elle apparaissait sur le quai de la gare, souvent en tailleur rouge, avec sa valise qu'elle refusait de me laisser porter. À peine arrivée, elle sarclait les plates-bandes de fleurs. L'été, dans la Nièvre, où elle séjournait avec nous pendant un mois, elle partait seule dans les sentiers, revenait avec des kilos de mûres, les jambes griffées. Jamais elle ne disait « je suis trop vieille pour » aller à la pêche avec les garçons, à la foire du trône, se coucher tard, etc. Un soir de décembre 79, vers 6h30, elle a été fauchée sur la nationale 15 par une CX qui a brûlé le feu rouge du passage pour piétons où elle s'était engagée. De l'article du journal local, il ressortait que l'automobiliste n'avait pas eu de chance. La visibilité n'était pas excellente du fait des chutes de pluie récentes et l'éblouissement provoqué par les voitures venant en sens inverse peut s'ajouter aux autres causes qui ont fait que l'automobiliste n'a pas vu la septuagénaire. Elle avait la jambe brisée et un traumatisme crânien. Elle est restée inconsciente pendant 1 semaine. Le chirurgien de la clinique estimait que sa constitution robuste reprendrait le dessus. Elle se débattait, essayait d'arracher le goutte à goutte et de soulever sa jambe plâtrée. Elle criait à sa sœur blonde, morte 20 ans plus tôt, de faire attention. Une voiture fonçait sur elle. Je regardais ses épaules nues, son corps que je voyais pour la première fois abandonné dans la douleur. Il m'a semblé être devant la jeune femme qui avait accouché difficilement de moi pendant une nuit de la guerre. Avec stupeur, je réalisais qu'elle pouvait mourir. Elle s'est rétablie, marchait aussi bien qu'avant. Elle voulait gagner son procès contre le conducteur de la CX, se soumettait à toutes les expertises médicales avec une sorte d'impudeur décidée. On lui parlait de la chance qu'elle avait eue de s'en sortir aussi bien. Elle en était fière, comme si la voiture lancée contre elle avait été un obstacle dont elle était, selon son habitude, venue à bout. Elle a changé. Elle mettait la table de plus en plus tôt, 11h le matin, 6h30 le soir. Elle lisait seulement France Dimanche et les romans photos que lui passait une jeune femme, ancienne cliente, les cachant dans son buffet lorsque je venais la voir. Elle allumait la télé dès le matin. Il n'y avait pas alors d'émission, juste de la musique et la mire sur l'écran. La laissait marcher toute la journée en la regardant à peine, et le soir s'endormait devant. Elle s'énervait facilement, disait sans cesse « ça me dégoûte » à propos d'inconvénients futiles, une blouse difficile à repasser, le pain qui avait augmenté de 10 centimes. Une tendance aussi à s'affoler pour une circulaire de la caisse de retraite, un prospectus lui annonçant qu'elle avait gagné ceci ou cela. « Mais je n'ai rien demandé !» Quand elle évoquait Annecy, les promenades avec les enfants dans les vieux quartiers, les cygnes sur le lac, elle était prête à pleurer. Il manquait des mots dans ses lettres, plus rares et courtes. Dans le studio, il y avait une odeur.
Il lui est arrivé des aventures. Elle attendait sur le quai de la gare un train déjà parti. Au moment d'acheter ses commissions, elle trouvait tous les magasins fermés. Ses clés disparaissaient sans arrêt. La Redoute lui expédiait des articles qu'elle n'avait pas commandés. Elle est devenue agressive vis-à-vis de la famille d'Yvetot, les accusant tous de curiosité à propos de son argent, ne voulant plus les fréquenter. Un jour où je lui téléphonais, « J'en ai marre de me faire chier dans ce bordel !» Elle semblait se raidir contre des menaces indicibles. Juillet 83 a été brûlant, même en Normandie. Elle ne buvait pas et n'avait pas faim, assurant que les médicaments la nourrissaient. Elle s'est évanouie au soleil et on l'a conduite au service médical de l'hospice. Quelques jours après, alimentée et hydratée, elle allait bien et demandait à rentrer chez elle. « Autrement, je vais sauter par la fenêtre », disait-elle. D'après le médecin, il était impossible qu'elle reste seule désormais. Il conseillait de la placer dans une maison de retraite. J'ai repoussé cette solution. Début septembre, je suis allée la chercher en voiture à l'hospice pour la prendre définitivement à la maison. J'étais séparée de mon mari et vivais avec mes 2 fils. Tout le temps du trajet, je pensais « Maintenant, je vais m'occuper d'elle, comme autrefois. Quand je serai grande, je ferai des voyages avec elle. Nous irons au Louvre, etc. » Il faisait très beau. Elle était sereine à l'avant de la voiture, son sac sur les genoux. Nous parlions comme d'habitude des enfants, de leurs études, de mon travail. Elle racontait gaiement des histoires sur ses compagnes de chambre, juste une étrange remarque à propos de l'une d'elles. « Une sale garce. Je lui aurais retourné 2 claques. » C'est la dernière image heureuse que j'ai de ma mère. Son histoire s'arrête. Celle où elle avait sa place dans le monde. Elle perdait la tête. Cela s'appelle la maladie d'Alzheimer, nom donné par les médecins à une forme de démence sénile. Depuis quelques jours, j'écris de plus en plus difficilement, peut-être parce que je ne voudrais ne jamais arriver à ce moment. Pourtant, je sais que je ne peux pas vivre sans unir par l'écriture la femme démente qu'elle est devenue à celle forte et lumineuse qu'elle avait été. Elle ne se retrouvait pas entre les différentes pièces de la maison, et elle me demandait souvent, avec colère, comment aller dans sa chambre. Elle égarait ses affaires, cette phrase qu'il disait alors, « Je n'arrive pas à mettre la main dessus ». Démontée de les découvrir dans des endroits où elle refusait de croire qu'elle les avait elle-même posés. Elle réclamait de la couture, du repassage, des légumes à éplucher, mais chaque tâche l'énervait aussitôt. Elle s'est mise à vivre dans une impatience perpétuelle, de voir la télé, déjeuner, sortir dans le jardin, et un désir suivait l'autre, sans lui apporter de satisfaction. L'après-midi, elle s'installait, comme avant, à la table de la salle de séjour, avec son carnet d'adresses et son bloc de correspondance. Au bout d'1 heure, elle déchirait les lettres qu'elle avait commencées sans pouvoir les continuer. Sur l'une d'elles, en novembre, « Chère Paulette, je ne suis pas sortie de ma nuit. » Puis, elle a oublié l'ordre et le fonctionnement des choses.
Ne plus savoir comment disposer les verres et les assiettes sur une table. Éteindre la lumière d'une chambre. Elle montait sur une chaise et essayait de dévisser l'ampoule. Elle s'habillait de jupes usagées et de bas reprisés dont elle n'acceptait pas de se défaire. « Tu es donc bien riche, toi, que tu jettes tout. » Elle n'avait plus d'autre sentiment que la colère et le soupçon. Dans toutes les paroles, elle sentait une menace contre elle. Des nécessités impérieuses la torturaient continuellement. Acheter de la laque pour tenir ses cheveux, savoir quel jour reviendrait le docteur, combien elle avait d'argent sur son livret de caisse d'épargne. Mais quelquefois, des accès d'enjouement factices, des rires légers, hors de propos, pour montrer qu'elle n'était pas malade. Elle a cessé de comprendre ce qu'elle lisait. Elle tournait d'une pièce à l'autre, cherchant sans arrêt. Elle vidait son armoire, étalait sur le lit ses robes, ses petits souvenirs, les replaçait sur d'autres rayons, recommençait le lendemain, comme si elle n'arrivait pas à trouver la disposition idéale. Un samedi après-midi, en janvier, elle a entassé la moitié de ses vêtements dans des sacs en plastique dont elle a cousu les bords avec du fil pour les fermer. Quand elle ne rangeait pas, elle restait assise sur une chaise dans la salle de séjour, les bras croisés, en regardant devant elle. Rien ne pouvait plus la rendre heureuse. Elle a perdu les noms. Elle m'appelait madame, sur un ton de politesse mondaine. Les visages de ses petits-fils ne lui disaient plus rien. À table, elle leur demandait s'ils étaient bien payés ici. Elle s'imaginait dans une ferme dont ils étaient, comme elle, les employés. Mais elle se voyait, sa honte de souiller d'urine sa lingerie, la cachant sous son oreiller, sa petite voix d'un matin, dans son lit. Ça m'a échappé. Elle essayait de se raccrocher au monde. Elle voulait coudre à toute force, assemblant des foulards, des mouchoirs, l'un par-dessus l'autre, avec des points qui déviaient. Elle s'attachait à certains objets, sa trousse de toilette qu'elle emportait avec elle, affolée, au bord des larmes, quand elle ne la retrouvait pas. Durant cette période, j'ai eu 2 accrochages de voiture dans lesquels j'étais en tort. J'avais des difficultés pour avaler, mal à l'estomac. Pour un rien, je criais et j'avais envie de pleurer. Quelquefois, au contraire, je riais violemment avec mes fils. Nous feignions de considérer les oublis de ma mère comme des gags volontaires de sa part. Je parlais d'elle à des gens qui ne la connaissaient pas. Ils me regardaient silencieusement. J'avais l'impression d'être folle aussi. Un jour, j'ai roulé au hasard sur des routes de campagne pendant des heures. Je ne suis rentrée qu'à la nuit. J'ai entamé une liaison avec un homme qui me dégoûtait. Je ne voulais pas qu'elle redevienne une petite fille. Elle n'en avait pas le droit. Elle a commencé de parler avec des interlocuteurs qu'elle seule voyait. La première fois que cela est arrivé, je corrigeais des copies. Je me suis bouché les oreilles. J'ai pensé, c'est fini. Après, j'ai écrit sur un morceau de papier. Maman parle toute seule. Je suis en train d'écrire ces mêmes mots, mais ce ne sont plus comme alors des mots juste pour moi, pour supporter cela. Ce sont des mots pour le faire comprendre.
Le matin, elle ne désirait plus se lever. Elle ne mangeait que des laitages et des sucreries, vomissant tout le reste. Fin février, le médecin a décidé de la faire transporter à l'hôpital de Pontoise, où on l'a admise en gastro-entérologie. Son état s'est amélioré en quelques jours. Elle tentait de s'échapper du service. Les infirmières l'attachaient à son fauteuil. Pour la première fois, j'ai lavé son dentier, nettoyé ses ongles, passé de la crème sur son visage. 2 semaines après, on l'a transférée au service de gériatrie. C'est un petit immeuble moderne de 3 étages derrière l'hôpital, au milieu des arbres. Les vieillards, des femmes en majorité, sont ainsi répartis. Au premier, ceux qu'on accepte passagèrement. Au deuxième et au troisième, ceux qui ont le droit de rester là jusqu'à la mort. Le troisième est plutôt réservé aux invalides et aux diminués mentaux. Les chambres, doubles ou individuelles, sont claires, propres, avec du papier à fleurs, des gravures, une pendule murale, des fauteuils de sky, un cabinet de toilette avec WC. Pour une place définitive, l'attente est parfois très longue, quand par exemple, il n'y a pas eu beaucoup de décès pendant l'hiver. Ma mère est allée au premier étage. Elle parlait avec volubilité, racontait des scènes qu'elle croyait avoir vues la veille, un hold-up, la noyade d'un enfant. Elle me disait qu'elle rentrait à l'instant de faire ses courses. Les magasins regorgeaient de monde. Les peurs et les haines revenaient. Elle s'indignait de travailler comme un nègre pour des patrons qui ne la payaient pas. Des hommes lui couraient après. Elle m'accueillait avec colère. J'ai été démunie ces jours-ci. Même pas de quoi m'acheter un morceau de fromage. Elle gardait dans ses poches des bouts de pain du déjeuner. Même ainsi, elle ne se résignait à rien. La religion s'est effacée en elle, aucune envie d'aller à la messe, d'avoir son chapelet. Elle voulait guérir. On finira bien par trouver ce que j'ai. Elle voulait partir. Je serai mieux avec toi. Elle marchait d'un couloir à l'autre jusqu'à l'épuisement. Elle réclamait du vin. Un soir d'avril, elle dormait déjà à 6h30, allongée par-dessus les draps, en combinaison, les jambes relevées, montrant son sexe. Il faisait très chaud dans la chambre. Je me suis mise à pleurer parce que c'était ma mère, la même femme que celle de mon enfance. Sa poitrine était couverte de petites veines bleues. Son séjour autorisé de 8 semaines dans le service a pris fin. Elle a été admise dans une maison de retraite privée pour une période provisoire, parce qu'on n'y prenait pas de personnes désorientées. Fin mai, elle est revenue dans le service de gériatrie de l'hôpital à Pontoise. Au 3e étage, une place s'était libérée. La dernière fois, malgré l'égarement, c'est encore elle, quand elle descend de voiture, franchit la porte d'entrée droite, avec ses lunettes, son tailleur gris chiné, des chaussures habillées, des bas. Dans sa valise, il y a ses chemisiers, son linge à elle, ses souvenirs, des photos. Elle est entrée définitivement dans cet espace sans saison,
la même chaleur douce, odorante, toute l'année, ni temps, juste la répétition bien réglée des fonctions, manger, se coucher, etc. Dans les intervalles, marcher dans les couloirs, attendre le repas assis à la table 1 heure avant, en pliant et dépliant sans arrêt sa serviette. Voir défiler sur l'écran de télévision les séries américaines et les pubs étincelantes. Des fêtes sans doute, la distribution de gâteaux tous les jeudis par des dames bénévoles, une coupe de champagne au jour de l'an, le muguet du 1er mai. De l'amour encore, les femmes se tiennent par la main, se touchent les cheveux, se battent. Et cette philosophie régulière des soignantes. Allez, Madame D, prenez un bonbon, ça fait passer le temps. En quelques semaines, le désir de se tenir l'a abandonnée. Elle s'est affaissée, avançant à demi courbée, la tête penchée. Elle a perdu ses lunettes, son regard était opaque, son visage nu, légèrement bouffi, à cause des tranquillisants. Elle a commencé d'avoir quelque chose de sauvage dans son apparence. Elle a égaré peu à peu toutes ses affaires personnelles, un cardigan qui lui avait beaucoup plu, sa seconde paire de lunettes, sa trousse de toilette. Cela lui était égal. Elle n'essayait plus de retrouver quoi que ce soit. Elle ne se souvenait pas de ce qui lui appartenait. Elle n'avait plus rien à elle. Un jour, en regardant le petit rameneur savoyard qu'elle avait transporté partout depuis Annecy, j'ai eu le même autrefois. Comme la plupart des autres femmes, pour plus de commodité, on l'habillait d'un sarrau ouvert dans le dos, de haut en bas, avec une blouse à fleurs par-dessus. Elle n'avait plus honte de rien. Porter une couche pour l'urine, manger voracement avec ses doigts. Les êtres autour d'elle se sont indifférenciés de plus en plus. Les paroles lui parvenaient dépourvues de leur sens, mais elle répondait au hasard. Elle avait toujours envie de communiquer. La fonction du langage demeurait intacte en elle. Phrases cohérentes, mots correctement prononcés, simplement séparer des choses, soumises au seul imaginaire. Elle inventait la vie qu'elle ne vivait plus. Elle allait à Paris. Elle s'était acheté un poisson rouge. On l'avait conduite sur la tombe de son mari. Mais quelquefois, elle savait. Je crains que mon état ne soit irréversible. Ou elle se souvenait. J'ai tout fait pour que ma fille soit heureuse. Et elle ne l'a pas été davantage à cause de ça. Elle a passé l'été, on l'a coiffée comme les autres d'un chapeau de paille pour descendre dans le parc, s'asseoir sur les bancs. L'hiver. Au 1er de l'an, on lui a remis un chemisier et une jupe à elle, tenait à boire du champagne. Elle marchait plus lentement, en s'aidant d'une main à la barre qui longe les murs des couloirs. Il lui arrivait de tomber. Elle a perdu le bas de son dentier, plus tard, le haut. Ses lèvres se sont rétrécies, le menton prenait toute la place. Au moment de la revoir, mon angoisse, à chaque fois, de la retrouver encore moins humaine. Loin d'elle,
Je me la représentais avec ses expressions, son allure d'avant, jamais comme elle était devenue. L'été suivant, elle s'est fêlé le col du fémur. On ne l'a pas opérée. Lui poser une prothèse de hanche comme le reste, lui refaire des lunettes, des dents, n'était plus la peine. Elle ne se levait plus de son fauteuil roulant, auquel on l'attachait par une bande de drap serré autour de la taille. On l'installait dans la salle à manger avec les autres femmes, face à la télévision. Les gens qui l'avaient connue m'écrivaient « Elle n'a pas mérité ça ». Ils jugeaient qu'il vaudrait mieux qu'elle soit vite débarrassée. La société entière sera peut-être un jour du même avis. Ils ne venaient pas la voir. Pour eux, elle était déjà morte. Mais elle avait envie de vivre. Elle essayait sans arrêt de se dresser sur sa jambe valide et d'arracher la bande qui la retenait. Elle tendait la main vers tout ce qui était à sa portée. Elle avait toujours faim. Son énergie s'était concentrée dans sa bouche. Elle aimait qu'on l'embrasse et elle avançait les lèvres pour en faire autant. Elle était une petite fille qui ne grandirait pas. Je lui apportais du chocolat, des pâtisseries que je lui donnais par petits morceaux. Au début, je n'achetais jamais le bon gâteau, trop crémeux ou trop ferme. Elle n'arrivait pas à le manger. Douleur indicible de la voir se débattre, les doigts à la langue, pour en venir à bout. Je lui lavais les mains, lui rasais le visage, la parfumais. Un jour, j'ai commencé à lui brosser les cheveux, puis je me suis arrêtée. Elle a dit « J'aime bien quand tu me coiffes ». Par la suite, je les lui brossais toujours. Je restais assise en face d'elle dans sa chambre. Souvent, elle saisissait le tissu de ma jupe, le palpait, comme si elle en examinait la qualité. Elle déchirait le papier des gâteaux avec force, les mâchoires serrées. Elle parlait d'argent, de clients, riait en renversant la tête. C'étaient des gestes qu'elle avait toujours eus, des paroles qui venaient de toute sa vie. Je ne voulais pas qu'elle meure. J'avais besoin de la nourrir, la toucher, l'entendre. Plusieurs fois, le désir brutal de l'emmener, de ne plus m'occuper que d'elle, et savoir aussitôt que je n'en étais pas capable. Culpabilité de l'avoir placée là, même si, comme disaient les gens, je ne pouvais pas faire autrement. Elle a passé un autre hiver. Le dimanche après Pâques, je suis venue la voir avec du forsythia. Il faisait gris et froid. Elle était dans la salle à manger avec les autres femmes. La télévision marchait. Elle m'a souri quand je me suis approchée d'elle. J'ai roulé son fauteuil jusqu'à sa chambre. J'ai arrangé les branches de forsythia dans un vase. Je me suis assise à côté d'elle et je lui ai donné à manger du chocolat. On lui avait mis des chaussettes de laine brune montant au-dessus du genou, une blouse trop courte qui laissait découvertes ses cuisses amaigries. Je lui ai nettoyé les mains, la bouche. Elle avait la peau tiède. À un moment, elle a essayé de saisir les branches de forsythia. Plus tard, je l'ai ramenée à la salle à manger. C'était l'émission de Jacques Martin, l'école des fans. Je l'ai embrassée
et j'ai pris l'ascenseur. Elle est morte le lendemain. Dans la semaine qui a suivi, je revoyais ce dimanche où elle était vivante, les chaussettes brunes, le forsythia, ses gestes, son sourire quand je lui avais dit au revoir. Puis le lundi où elle était morte, couchée dans son lit. Je n'arrivais pas à joindre les 2 jours. Maintenant, tout est lié. C'est la fin février. Il pleut souvent et le temps est très doux. Ce soir, après mes courses, je suis retournée à la maison de retraite. Du parking, l'immeuble m'a paru plus clair, presque accueillant. La fenêtre de l'ancienne chambre de ma mère était allumée. Pour la première fois, avec étonnement, il y a quelqu'un d'autre à sa place. J'ai pensé aussi qu'un jour, dans les années 2000, je serai l'une de ces femmes qui attendent le dîner en pliant et dépliant leurs serviettes, ici ou autre part. Pendant les 10 mois où j'ai écrit, je rêvais d'elle presque toutes les nuits. Une fois, j'étais couchée au milieu d'une rivière, entre 2 eaux. Dans mon ventre, de mon sexe à nouveau lisse, comme celui d'une petite fille, partaient des plantes en filaments qui flottaient, molles. Ce n'était pas seulement mon sexe, c'était aussi celui de ma mère. Par moments, il me semble que je suis dans le temps où elle vivait encore à la maison, avant son départ pour l'hôpital. Fugitivement, tout en ayant clairement conscience de sa mort, je m'attends à la voir descendre l'escalier, s'installer avec sa boîte à couture dans la salle de séjour. Cette sensation, dans laquelle la présence illusoire de ma mère est plus forte que son absence réelle, est sans doute la première forme de l'oubli. J'ai relu les premières pages de ce livre. Stupeur de m'apercevoir que je ne me souvenais déjà plus de certains détails. L'employé de la morgue en train de téléphoner pendant que nous attendions. L'inscription au goudron sur le mur du supermarché. Il y a quelques semaines, l'une de mes tantes m'a dit que ma mère et mon père, au début où ils se fréquentaient, avaient rendez-vous dans les cabinets à l'usine. Maintenant que ma mère est morte, je voudrais n'apprendre rien de plus sur elle que ce que j'ai su pendant qu'elle vivait. Son image tend à redevenir celle que je m'imagine avoir eue d'elle dans ma petite enfance, une ombre large et blanche au-dessus de moi. Elle est morte 8 jours avant Simone de Beauvoir. Elle aimait donner à tous plus que de recevoir. Et ce qu'écrire n'est pas une façon de donner. Ceci n'est pas une biographie, ni un roman naturellement. Peut-être quelque chose entre la littérature, la sociologie et l'histoire. Il fallait que ma mère, née dans un milieu dominé, dont elle a voulu sortir, devienne histoire, pour que je me sente moins seule et factice dans le monde dominant des mots et des idées, où selon son désir je suis passée. Je n'entendrai plus sa voix. C'est elle et ses paroles, ses mains, ses gestes, sa manière de rire et de marcher, qui unissait la femme que je suis à l'enfant que j'ai été. J'ai perdu le dernier lien avec le monde dont je suis issue.
Dimanche 20 avril 86, 26 février 87.